La question du rapport entre récits de fiction au savoir, encore la question du savoir des récits fictionnels, n'est pas neuve. Pour se risquer à une petite synthèse plus ou moins improvisée, on pourrait dire que se décline sous trois aspects. Le récit intègre, recèle ou dispense du savoir. Ces trois aspects ne touchent pas nécessairement les mêmes types de savoir et ont connu des fortunes diverses à travers le temps. L'idée d'un récit qui recèle des savoirs est sans doute la plus ancienne et, sous contexte d'érudition spécifique, la moins pratiquée aujourd'hui. Elle renvoie à toutes ces lectures allégoriques, voire hermétiques, au sens qu'Umberto Eco donne à ce terme dans les limites de l'interprétation. Donc, lecture allégorique, voire hermétique de la littérature, où l'on part à la recherche de sens cachés. Elle se fonde sur la conception d'un savoir codé et chiffré, et souvent, s'il a dû être ainsi caché, c'est qu'il est forcément d'une importance déterminante, réservé à une élite. Bon, vous voyez un peu l'idée. Le savoir dispensé par la littérature est lui plutôt d'ordre éthique ou pratique. Il est caractéristiquement représenté par les morales qui accompagnent notamment certaines fables. Le récit est dès lors dans un rapport d'illustration avec ce savoir éthique ou pratique. L'anecdote sert à illustrer certains principes ou préceptes qui, bien compris, devraient nous permettre de mieux vivre ou en tout cas de nous tirer d'affaires dans des situations épineuses comme celle que je vis actuellement. Sous une autre forme que celle que je viens d'évoquer, cette perspective trouve un regain d'intérêt, notamment en France, autour des travaux de Bouvresse, qui s'inspire, lui, de Nussbaum, Martha. Entre autres, le récit nous parle de la vie et nous aide à mieux vivre éthiquement parlant. La perspective la plus courante aujourd'hui est sans doute celle qui veut que le récit intègre des savoirs dans une optique, mettons grosso modo, intertextuelle. Sorte de chambre d'écho parfois critique des savoirs scientifiques de son temps, le récit les fait siens, les cite, les met en scène, en contexte ou en perspective, parfois s'en distancie plus ou moins ironiquement aussi. Il devient alors le témoin des savoirs de son temps, les intègre à sa matière pour dessiner une sorte de paysage épistémologique qui soit euphorique ou dysphorique. Depuis une vingtaine d'années, une autre manière de concevoir les rapports entre récit et savoir est en train de pointer le bout de son nez. S'il peut donc, comme on l'a vu, receler, dispenser ou intégrer des savoirs, on en vient gentiment à penser que le récit peut également produire du savoir. C'est un renversement assez important de la perspective qui a prévalu jusqu'alors et qui, au reste, continue de prévaloir à juste titre, et qui considérait que le récit accueillait des savoirs venant d'ailleurs. Cette fois-ci, les savoirs sont intrinsèquement liés au récit et ne viennent que de et par lui. Cette perspective trouve divers échos et occasionne divers déplacements dans les relations que les discours entretiennent. Dans les diverses sciences humaines, pour ce que j'ai pu voir en histoire, en sociaux, en anthropo et en philo, on en vient à changer notre rapport à la littérature, alors que cette dernière a longtemps servi de sorte de catalogue d'exemples, d'illustration d'un point de l'argument. On en vient à penser qu'elle est, au même titre que les sciences humaines, mais évidemment avec ses manières et ses matières, un discours de savoir, un discours susceptible de produire de la connaissance, et devant alors être considéré comme tel. On peut voir une semblable posture, par exemple, dans un récent essai, de moins en moins récent, là, forcément, d'Anne Barrère et de Danilo Martuccelli, intitulé « Le roman comme laboratoire de la connaissance littéraire à l'imagination scientifique ». Je les cite. L'imagination sociologique, pardon. Je les cite toujours. Nous ne cherchons pas dans les œuvres des reflets du monde actuel, mais des outils nouveaux nous permettant, en tant que sociologues, de renouveler nos recours descriptifs des individus et des situations et nos manières d'interpréter. On peut aussi trouver un écho de ce changement de statut littéraire chez Bayard, notamment dans Comment appliquer la littérature à la psychanalyse. Il montre comment la littérature produit sur le psychisme humain un authentique savoir qui permettrait de renouveler la connaissance de l'esprit humain, à condition qu'on veut bien éviter d'importer dans le domaine littéraire des concepts psychanalytiques qui auront pour effet de faire disparaître ces savoirs proprement dits. Pour le dire avec Rancière, en d'autres mots, la littérature est une rationalité. Tout cela est jusqu'ici un regard porté sur le littéraire, mais à en croire des spécialistes de littérature contemporaine, je pense à Blankman, à Viard, c'est une posture que la littérature elle-même en viendrait à revendiquer, prolongeant sa transitivité retrouvée, c'est un des poncifs du contemporain, jusqu'au point où elle deviendrait une manière d'énoncer et de rendre signifiant le monde dans lequel on vit. Comme le dit Blankman, les romans retenus, pour son essai les fictions singulières, engagent un rapport déterminant au principe de réalité, ce temps de partage vécu et éprouvé qu'ils font accéder à la catégorie de présent
en élaborant des représentations et des modèles, le rendant ainsi pleinement conscient à ceux qui le vivent. Fin de citation. C'est dans cet esprit que j'aimerais vous proposer aujourd'hui quelques réflexions qui toucheront aux personnages littéraires, au récit, ou à la narration, ainsi qu'au terme de mon parcours, à l'imaginaire, pour éclairer d'un jour particulier ces concepts qui nous réunissent dans le cadre du séminaire Figura. Car dire que le récit de fiction produit du savoir, c'est une chose, mais essayer de montrer comment, c'en est une autre. Même si j'aurais plus tard à prendre mes distances avec Ricoeur, ou pas, je ne sais plus. À ce moment-ci, quand j'écrivais, je pensais que j'allais prendre mes distances avec Ricoeur. Il me semble que je les prends moins. Mais dans la discussion, je pourrais les prendre aussi si besoin est. Je n'hésite jamais à prendre mes distances avec Ricoeur. Mais j'aime beaucoup Ricoeur. Non, mais il est bien Ricoeur. Il est vraiment très bien. Moi, je suis pour Ricoeur. Il est mort. Non. Non. Non, il ne mourra jamais. C'est enregistré, hein? Oui, c'est enregistré. Je reprends, donc, ma carrière. Même si j'aurais plus tard à prendre mes distances avec Ricoeur, il propose dans Temps et Récit une réflexion qui a été pour moi tout à fait inspirante. Ah, voilà, hein, c'est écrit. En simplifiant considérablement le cœur de son argument, qui comprend notamment une conception réparatrice de la littérature que je ne fais pas nécessairement mienne, on pourrait dire la chose suivante. Lorsqu'il procède à ses analyses de La Montagne Magique, de Mrs. Dalloway ou de La Recherche, Ricoeur procède de la façon suivante. Il part des modalités poétiques de représentation du temps dans les fictions pour identifier une philosophie du temps. En termes plus généraux, on pourrait dire que toute modalité poétique, évidemment, de représentation de X, quelque chose, est une philosophie de X. La manière dont vous représentez telle chose est une conception de la chose en question. Peut-être que le verbe être devrait être remplacé. La manière dont vous représentez telle chose implique une conception de la chose, découle d'une conception, etc. Pour que le parallèle soit réellement productif, je veux dire, il l'est déjà, mais il peut l'être davantage, il faut le coupler à une opération de catégorisation, c'est-à-dire procéder avec un brin de généralisation. Faute de quoi on va repérer des théories à chaque point de phrase, puis bon, ça va être un peu énervant. Si un personnage, par exemple, est surpris en poussant une brouette, c'est l'exemple qui m'est venu, je ne sais pas pourquoi, une brouette. Je veux dire, c'est vraiment une brouette. Hein. Donc si un personnage est surpris poussant une brouette, il ne sera pas forcément pertinent de déduire de tout ça une philosophie de la brouette. On va noter pourquoi pas. C'est pas un philosophe, ça, la brouette? Ça serait de la scolastique de développer à partir de là une philosophie de la brouette. Oui, c'est pas la Tourette d'ailleurs. C'est Thomas de la brouette. Ah pardon, ok, autant pour moi. En revanche, on peut considérer sans trop de danger comme appartenant à la catégorie des objets et voir comment le texte en question vient à proposer une sorte de philosophie des objets. Autrement dit, il s'agit, en partant bien entendu de l'anecdote représentée, toujours, c'est notre base, enfin la mienne, de procéder par catégorisation et mise en réseau pour identifier des éléments parlants ou porteurs. Si donc un texte est susceptible de représenter du temps et des objets, pour prendre ces deux exemples précédents, on peut sans trop de risque, dis-je confiant, avancer qu'il représente aussi des personnes, des êtres humains, bon, parfois simplement anthropomorphes, mais pour simplifier, parlons d'êtres humains. Autrement dit, tout comme le récit est ce par quoi on représente l'action, par exemple, le personnage est ce par quoi on représente l'être humain. Or, il me semble qu'on s'est beaucoup compliqué la vie autour de ces notions de personnage, de personne, d'être humain et de leurs relations. Nous avons en effet appris, et nous apprenons à nos ouailles, que le personnage n'est pas une personne. Le personnage est construit par le texte. Ben oui, il est construit par le texte, évidemment. Si on veut trouver des informations sur un personnage de fiction, on ira les chercher dans l'œuvre de fiction où il apparaît, ou dans Wikipédia, mais ça compte pas. Cela dit, il faut en même temps noter que les manières dont nous faisons sens avec les informations textuelles sont à peu près identiques à celles que nous utilisons pour faire sens avec une personne réelle. Qui est-il? D'où vient-il? Que fait-il dans la vie? Quels sont ses buts? Pourquoi agit-il ainsi qu'il le fait? Etc. Ça ne veut pas dire que toutes nos questions trouvent réponse, évidemment, en cas du personnage, ni même que toutes seront également pertinentes. Mais à moins que ça ne pose problème, on ne met pas à contribution des manières de penser différentes, celles du personnage et de la personne. De la psychologie populaire aux subtilités psychanalysantes, c'est un peu la même chose. Bref, les concepts psychologiques, éthiques, identitaires, actionnels, qui sont les nôtres pour penser nos semblables, sont ceux que nous mettons à profit pour saisir leur pendant fictionnel. Je fais un bref arrêt sur image.
Ce que je viens de dire laisse aussi entendre que nous disposons de toutes sortes de concepts implicites ou théories implicites pour saisir nos semblables. Nous avons une conception implicite de la psychologie, de l'éthique, de l'action, de l'identité, etc., qui sont en fait la condition de possibilité de nos commentaires psychologiques, etc., sur nos contemporains et sur les personnages. Il ne nous est certes pas facile de les expliquer. Si vous me demandez quelle est ma conception de la psychologie, comme ça, des êtres humains, j'aurais grand-peine à vous le dire, ce qui ne m'empêche pas, moi, puis vous aussi j'imagine, de faire toutes sortes de commentaires psychologiques sur l'être humain. Ben, les êtres humains en général, ceux qu'on voit, ceux qu'on aime moins. Ceux qu'on aime moins, on fait beaucoup de commentaires psychologiques sur eux. On leur trouve toutes sortes de raisons d'agir ainsi qu'ils le font. C'est un des grands plaisirs d'ailleurs du fait d'être humain. Trouver des raisons psychologiques à l'agir de l'autre. On le regarde d'un air mauvais. Enfin, c'est ce que font certaines personnes, moi pas. C'est enregistré. Hein? Oui, c'est ce que je viens de me souvenir que... mais ne faites pas ça. Soyez bienveillants envers l'être humain. Ma carrière. Il ne nous est certes pas facile de les expliciter, disais-je, mais cette difficulté d'expression n'est pas une absence d'existence. Il faut disposer de ces conceptions implicites pour penser l'être humain, comme tous les objets réels ou imaginaires. Si je peux synthétiser tout ça assez vigoureusement, je dirais que pour penser les êtres humains, pour parler de nos semblables, pour réfléchir à ce qui motive notre voisin, ça prend une conception de l'être humain. Et c'est précisément cette conception que nous mettons en contribution lorsque nous croisons cette représentation d'être humain qu'on appelle le personnage. Je le redis et y reviendrai plus longtemps, ça ne veut pas dire que nous ne nous trompons pas sur les personnages. Et c'est tant qu'à moi même la chose la plus intéressante, la question de l'erreur en lecture. Ça veut simplement dire que notre appréhension première est la même pour les personnages que pour les personnes. Donc, quand on dit que le personnage n'est pas la personne, il faut être prudent et garder à l'esprit que pour penser n'importe quel élément, ça prend une conception, une théorie implicite de la catégorie à laquelle appartient cet élément, et qu'en l'occurrence, personne et personnage impliquent les mêmes conceptions. La différence essentielle, et qui est justement cet espace de pensée dans lequel je cherche à m'engouffrer, c'est qu'une personne réelle n'a pas été créée par une conception implicite. Encore que ça pourrait se modaliser à certains égards. En revanche, le personnage littéraire, lui, oui. Mais sitôt que je pense une personne réelle, je l'ai fait sur la base de mes conceptions implicites. Donc un personnage littéraire implique une conception de l'être humain. Voilà. Et appréhender un personnage littéraire se fait du côté lectural de la même façon qu'on appréhende un être humain sur la base des mêmes conceptions implicites, avec, comme je le disais, un succès variable. Une des autres idées de la question du personnage est celle de sa psychologie. Donc vous voyez, j'y viens quand même un peu. Attention à la psychologie du personnage, évitons la psychologie du personnage. Je vous ai à l'œil. Pour une part, c'est un héritage structuraliste, lié au choix fait par cette mouvance, au détriment de l'être et en faveur du faire, autrement dit du personnage comme l'être d'action. Pour une autre part, c'est une crainte des égarements que peut assez spontanément provoquer une réflexion psychologique au sens large du terme. À tout cela, on répond assez facilement. D'un côté, la finesse des analyses, puis elles sont très fines au demeurant, menées sur l'être d'action, ne signifie pas que tout ce qui est représenté du personnage se limite à l'être d'action. C'est vraiment pas. D'autre part, les égarements psychologiques, fâcheux, bien sûr, sont aussi une chance, celle de pouvoir constater une disparité entre des conceptions implicites de la psychologie. Disons les choses comme elles sont. Il est au mieux extrêmement rare, sinon purement théorique, qu'un texte présente des personnages dépourvus de psychologie, c'est-à-dire sans affect, sans pensée, sans désir, sans mémoire, sans rien de tout ça, sans rien qui relève de l'intériorité. Donc, pour quelle raison faudrait-il alors se priver de la possibilité de saisir ces conceptions implicites que véhicule le personnage, de voir en quoi la littérature est science de la conscience et philosophie de l'esprit. C'est sûr qu'entre psychologie du personnage et philosophie de l'esprit, il y a une expression qui sonne mieux que l'autre. On s'entend là-dessus. Mais j'espère avoir pu montrer que la différence n'est en réalité pas si grande, sinon inexistante, entre l'une et l'autre. Pour résumer un peu tout ce que je viens de dire, tout personnage littéraire implique une conception de l'être humain. Toute tentative ou saisie d'un être humain ou d'un personnage se fait initialement avec les mêmes conceptions implicites, à charge pour le lecteur de jeter par-dessus bord les siennes s'il se rend compte qu'elles ne sont pas compatibles avec celles du texte. Et c'est en cela que la littérature produit du savoir, en véhiculant des conceptions implicites, en l'occurrence sur l'être humain puisqu'il est question de personnages,
Sur la base de quoi se déploient les êtres qui peuplent ces anecdotes, des conceptions implicites auxquelles les nôtres viendront se comparer, se heurter, au contact desquelles elles sont aussi susceptibles de se transformer. Pour illustrer un peu ce que je viens de dire, j'aimerais jeter un œil à 3 passages fictionnels. Vous verrez qu'ils fonctionnent tous de la même manière, sans nécessairement expliciter sa conception implicite. La fiction se charge d'en mettre en scène une autre et de prendre ses distances avec elle. Ce sont à mes yeux des passages où la fiction s'approche au plus près de tout l'univers conceptuel implicite qui est sa condition de possibilité. Le premier extrait est tiré de Plateforme de Houellebecq. Je cite, c'est un passage qui n'est pas olé olé, je pense à ma carrière. Ainsi, j'avais pu vivre 40 ans sans établir le moindre contact un tant soit peu personnel avec un objet. J'avais en tout et pour tout 2 costumes que je portais à tour de rôle, des livres, oui j'avais des livres, mais j'aurais pu facilement les racheter, aucun d'eux n'avait quoi que ce soit de précieux ni de rare. Plusieurs femmes avaient croisé mon chemin, je n'en conservais aucune photo ni aucune lettre. Je n'avais pas non plus de photo de moi, pas non plus de papier véritablement personnel. Il est faux de prétendre que les êtres humains sont uniques, qu'ils portent en eux une singularité irremplaçable. C'est en vain le plus souvent qu'on s'épuise à distinguer des destins individuels, des caractères. En somme, l'unicité de la personne humaine n'est qu'une pompeuse absurdité. Fin de citation. Comme souvent chez Houellebecq, le narrateur prend soin de commenter la mise en scène fictionnelle. C'est ici à une conception individualiste qu'il s'en prend, à l'idée que la personne humaine est unique, que chacun possède ses propres traits qui le singularisent. Et il le fait en détournant certains éléments spécifiques du portrait du personnage, donc vêtements, bibliothèque, souvenirs, etc. D'ordinaire, ces éléments sont utilisés pour caractériser le personnage, sont utilisés comme des manières d'en dessiner et d'en signifier la particularité d'une histoire, d'une personnalité, d'un point de vue, d'une trajectoire, etc. Et on sait depuis Yann Watt les liens intimes noués entre le roman et l'individualisme. Il y a donc quelque chose de très fort. C'est pas moi. Je tiens à le dire pour la postérité. Et j'espère que ce ne sera pas retenu contre ma propre personne. Quoique, justement, Houellebecq nous dit que l'individualisme n'existe plus, donc ça ne peut pas être retenu contre ma propre personne. Je disais qu'il y a quelque chose de très fort dans ce passage, autant du point de vue de l'être humain, de la conception de l'être humain que de la conception du roman. Cette idée, pour la première, d'une perte du registre de la singularité au profit, comme le montre le reste de l'œuvre, d'une inscription dans de vastes tendances culturelles qui déterminent et configurent la société occidentale, et c'est considérer le roman non plus comme une manière de connaître le monde à hauteur d'individu, mais comme une manière de représenter au premier chef un état de société. Dans une sorte de prologue à son roman Naissance d'un pont, Mélisse de Kerangal fait le portrait curieux et endiablé d'un de ses personnages principaux, qui sera le chef du chantier, parce qu'il va construire un pont, et c'est sans surprise. Elle met en scène à un moment un ensemble d'interprétations psychologisantes du protagoniste. Je cite : « On eût aimé qu'il soit en quête de lui-même, mystérieux, éperdu. On supputa une fêlure secrète, dévoreuse de mille. On envisagea un remords, une désertion, une trahison, ou mieux encore un fantôme de femme restée en métropole, sans doute auprès d'un autre et qu'il lui faudrait fuir. On lui chercha d'époux, une faute originelle, du moins une origine, une faille intime tracée dans son enfance. On le chuchota cassé, au fond. Mais ceux qui l'avaient pratiqué sur les chantiers s'étranglaient en entendant ces balivernes. » C'est vraiment la citation. « Fantasme de bonne femme, poème pète-couille, clicheton sucré. » Fin de citation. Bref, on cherche à ce personnage un drame intime qui expliquerait ce qu'il est, ce qu'il fait. Une sorte de profondeur psychologique, historique, temporelle, originelle. À certains égards, tout cela n'est pas sans faire écho avec le mythe individualiste que pourfend le narrateur de Plateforme. Bref, le personnage ne peut pas simplement faire ce qu'il fait, il le fait pour une raison profonde, enfouie dans l'être ou dans le temps. Le présent individuel comme faille d'un passé qui en donne la clé. L'accumulation des hypothèses, avant même le verdict final, dans son insistance à trouver quelque chose, donne l'impression de chercher un peu n'importe quoi et invalide presque d'elle-même l'entreprise. Les termes évaluatifs qui parsèment, et surtout ceux qui mettent un terme à l'extrait, sont en revanche sans pitié pour cette conception de l'être humain ici mise en scène, comme écho de multiples dénonciateurs anonymes, balivernes, fantasmes de bonne femme, etc. Façon aussi pour le roman de laisser deviner, sans forcément la nommer explicitement, sa propre conception de l'être humain, ancrée dans le présent
et dans l'agir. Le dernier extrait est tiré du supplément à la vie de Barbara Loden de Nathalie Léger, où la narratrice évoque un moment de dessaisissement ontologique vécu par sa mère dans un centre commercial. Je cite: « Dans sa souffrance, il n'y avait même plus l'incompréhension de l'abandon, ni la peine répétée de se sentir toujours abandonné et toujours humilié. Tout cela, vieille archéologie des chagrins, vieille agitation romanesque. Ne reste qu'une chose, être pourtant là sans pouvoir, sans rien nommer de ce qui est en train de mourir, de ce qui est déjà mort. » Fin de citation. Mentionnant la vieille archéologie des chagrins, c'est bien à une conception de l'être humain, et plus spécifiquement encore à une conception de la psychologie, que s'attaque la narratrice. C'est, je crois, une manière pour elle de marquer une distance entre la douleur psychologique, qui est nommable, l'abandon, la peine, et la douleur ontologique, qui, elle, ne se laisse pas nommer, mais seulement montrée dans un ensemble de figures répétées tout au long du texte, et qui mettent en scène, comme dirait le Breton, ce disparaître de soi, dans lequel semble se reconnaître une partie de notre contemporain. On aura aussi noté la référence à la vieille agitation romanesque, comme si cette forme particulière et conventionnelle du roman, donc certaines grandes œuvres du XIXe sont, autant français que russes, sont mentionnées à un moment dans le roman, charriait avec elle une conception particulière de l'être humain, comme si sa psychologisation était par lui impliquée. Donc, en autant de signaux tout à fait explicites, ces trois textes en viennent à créer un espace discursif propre, qui a la particularité de s'écarter de certaines conceptions courantes de l'être humain. Il se constitue du même élan comme théorie implicite inhabituelle de l'être humain, manière d'en explorer des zones ou des territoires ordinairement délaissés, manière de dire quelque chose de ce qui a tendance à demeurer dans l'ombre ou dans le silence. Que ce soit le dessaisissement ontologique, l'actualisation à même le présent et l'agir, ou encore la désindividualisation des individus, il s'agit de manières de considérer l'être humain qu'il éclaire sous un jour peu ou prou habituel, qui tente d'en dire ou d'en représenter des expériences qui ne se laissent pas aisément nommer. Ok. Bon. Je poursuis un peu sur la question de la narration, parce que c'est un peu le thème aussi du séminaire. On pourrait ajouter qu'en plus de ces conceptions complexes de l'être humain en tant que tel, la littérature peut aussi explorer certaines de ses expériences ou certaines de ses dimensions, selon les mêmes principes qu'on a mis en évidence jusqu'ici, et ce, à même le récit, cette fois-ci. On l'a vu tantôt, l'être humain a été souvent réduit à l'être d'action. Ce n'est évidemment pas par hasard, puisque l'agir est au cœur d'une majorité de fictions. Ça, c'est clair, et ça l'a été, ça l'est toujours. Mais ce n'est pas la seule qui puisse être ainsi représentée. Pour ne nommer qu'elle, le désir, la parole, la mémoire, le corps, la conscience sont autant de dimensions de l'expérience humaine que la littérature peut mettre en scène et explorer. Et il y a là du reste tout un potentiel de renouvellement en profondeur de la théorie du récit. Puisque, on le sait, le récit est cette forme par laquelle on représente l'action. Vous me suivez jusque-là? Ça va devenir un peu compliqué, parce que il me restait peu de place, fait que je suis devenu assez intense. Oui, ok. Donc, le récit est cette forme par le biais de laquelle on représente l'action. Or, comme je viens de le dire, l'action n'est pas la seule expérience que le récit peut mettre en scène. Parce que là, tout va bien. D'autre part, et de manière plus fondamentale, on ne peut manquer d'observer une homologie entre la manière dont ont été pensées la structure du récit et celle de l'action. Toutes deux sont téléologiques, leurs termes servant à donner sens aux diverses parties qui ont précédé. C'est une fois qu'on connaît le but de l'agent qu'on peut comprendre comment ces moyens ont été mis, ont été mis en place. C'est une fois qu'on connaît le terme du récit qu'on peut comprendre comment les épisodes ont été structurés. La question du coup se pose. Se pourrait-il que la structure du récit soit téléologique parce que ce qu'il représente, à savoir l'action, est téléologique? Parce que si tel est le cas, alors d'une part, la structure du récit sera la conception implicite de ce qu'il représente, structure téléologique parce que l'action est téléologique, on comprend comment fonctionne le récit, on comprend comment fonctionne l'action. Et d'autre part, il faut commencer à envisager toutes sortes d'autres structures, puisqu'il est sans doute difficile de dire que la parole, le corps, la conscience sont téléologiques. Et ça se représente d'une autre manière. Bref, la poétique narrative s'ouvre à des structures non téléologiques et pourrait devenir la voie d'accès aux conceptions implicites véhiculées par le récit. Donc, il y aurait quelque chose ici d'assez intéressant à essayer. J'en reviens pour conclure à la question de l'imaginaire prise dans son acception d'interface entre le sujet et le monde. Dans le fond, ce que j'ai proposé ici n'en est pas très différent.
Les conceptions implicites que j'ai évoquées tout au long de cette réflexion, conception de l'être humain comme de certaines de ses expériences, on a vu les deux, sont ce qui fait le lien entre nous comme sujets percevants et ces objets du monde qu'on nomme les êtres humains. Elles sont ce qui rend visible, audible, interprétable, signifiant l'être humain, ce qui nous permet d'identifier cet objet du monde et de lui donner sens. J'espère aussi avoir pu montrer combien, pour moi, ces conceptions sont nombreuses. Les nôtres, d'une part, en tant que membres d'une culture que nous nous approprions, et ensuite celles que la littérature met en scène concrètement par le biais des personnages dont elles sont la condition de possibilité. La littérature devient alors un moment de cristallisation de manières de penser qui traversent la culture, et peut également être un moment de renouvellement de ces manières de penser. Il y a les deux qui peuvent se jouer. Et le moment de la lecture est le moment de la rencontre de ces conceptions implicites, de ces imaginaires de l'être humain, celui du lecteur et celui du texte. Rencontre dont j'espère toujours, dans mon cas, qu'elle se fasse sur le mode du heurt, de l'erreur, de l'incompréhension partielle, car ce sont pour moi autant de possibilités qui me sont offertes, plus ou moins malgré moi, d'opérer des déplacements dans ce que je pense, ou encore de pouvoir percevoir ce qui jusqu'alors m'était invisible, faute de concept pour le penser. L'exemple que je donne souvent, puis que vous connaissez sans doute tous, c'est Nathalie Sarraute et les tropismes. C'était quelque chose qui n'était pas nommé, c'était une expérience qu'on pouvait tout un chacun vivre, qui n'avait pas de place dans la culture en tant que telle, et lui a fait une place, moyennant une très grande partie de son œuvre romanesque, qui s'est aussi construite sur une poétique qui n'était pas téléologique. Donc, là, vous voyez, il y a un certain nombre de choses, un certain nombre de liens qui pourraient être faits. Donc la fiction en vient à pouvoir être perçue comme une inestimable ressource nous permettant de reconfigurer nos manières de penser, ou plus exactement, permettant à nos manières de penser d'être reconfigurées. Ressource inestimable, mais aussi ressource nécessaire dans un contemporain qui se caractérise d'une part par le caractère peu ou prou inopérant de bon nombre de schèmes de pensée et qui nécessite une réélaboration conceptuelle. Contemporain qui se caractérise d'autre part par un renouvellement des expériences humaines qu'il génère, du fait de ces transformations sociales, économiques, culturelles, technologiques, etc. Dans la manière dont il se pense, le contemporain se perçoit comme en retard sur son actualité, si j'ose dire, en tout cas sur le plan conceptuel, et en quête de redéfinition opératoire. De toutes sortes de manières, les sciences humaines, évidemment, cherchent à combler ce retard par un travail de redéfinition conceptuelle et de description de phénomènes nouveaux. J'ai évoqué la disparition de soi de Le Breton, mais on peut penser au présentisme, au non-lieu, à l'extime, autant de concepts forgés pour rendre compte d'une qualité d'expérience jusqu'ici inédite et donc innommée. Et plus que jamais, me semble-t-il, la littérature s'y emploie également, consciente de sa capacité de produire du savoir, on revient à ce que je disais au début, sur ce que nous vivons. Et j'aime à penser que les fictions ont également pour ambition de trouver les moyens de dire les déclinaisons de l'expérience humaine et de l'être humain qu'engendre le contemporain, et qu'elles contribuent à fonder l'imaginaire humain contemporain. Je vous remercie.